tous, je m'appelle Noéla, je suis présidente du BDH. Voici Zoé, la vice-présidente, et Juliette, la secrétaire. On est très ravis de vous voir aussi nombreux à cette conférence. On espère que vous êtes bien installés. Dans le BDH, il y a 3 pôles, le pôle écologique, pôle social et pôle étranger. Et le but de cette association, c'est d'organiser des événements et des ateliers pour permettre aux élèves de pouvoir s'investir dans l'humanitaire. Il faudrait qu'on fasse un point pour les inscriptions. Oui, juste un point logistique. Ce serait bien que les gens qui ne sont pas de TPS ou de SBS signent une feuille avec leur nom et prénom qu'on laissera là à la fin de la conférence, si possible. Voilà, et donc maintenant, on va laisser la parole à Amnesty International. Notre première victoire, libérer des prisonniers d'opinion. Puis des victoires remportées dans le monde entier pour faire respecter les droits humains. Une victoire d'avoir réussi à être présent dans plus de 70 pays, avec plus de 10 millions de personnes qui nous soutiennent. Et rien, ni personne, ne nous empêchera d'en remporter d'autres. Des aventures humaines qui nous amèneront, avec vous, à changer des vies, à changer des lois. Et qu'y a-t-il de plus important que de défendre et de faire respecter les droits humains ? En nous appuyant notamment sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le droit international qui en découle, on enquête, on alerte, on agit. Sur le terrain, nos chercheurs collectent des preuves et des témoignages. Nous plaidons pour défendre toutes les personnes dont les droits sont bafoués. Nous faisons pression sur les gouvernements et sur tous ceux qui exercent un pouvoir, y compris les entreprises. Nous ne sollicitons aucune subvention ni aucun don, que ce soit des gouvernements, des partis politiques ou des entreprises. On est libre et indépendant. Nous savons que vous aimeriez vous engager dans des combats aussi concrets que la liberté d'expression, la lutte contre les discriminations, l'abolition de la peine de mort, la disparition de la torture. Vous avez la volonté de protéger les civils dans les conflits, les migrants, les réfugiés, de responsabiliser les entreprises et les États. Vous détestez la langue de bois, les discussions stériles, l'inaction. Vous avez le courage et la ténacité nécessaires. On compte sur vous pour venir nous rejoindre. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Notre... Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être là. On a vu une très belle vidéo juste à l'instant. Donc je tiens tout d'abord à remercier le Bureau humanitaire et Télécom Physique Strasbourg pour l'accueil d'Amnesty International. Donc je suis moi-même un militant du groupe local d'Amnesty. Et donc aujourd'hui on va parler, c'est un peu les réglages de début, courage. Aujourd'hui on va parler d'algorithmes et de droits humains. Donc avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord vous poser quelques questions pour savoir un peu où vous en êtes, afin d'orienter les discussions. Donc, les personnes qui ont la réponse positive, vous pouvez lever la main. Donc, la première question, c'est qui, avant de voir la vidéo, connaissait Amnesty International ? C'est cool, merci beaucoup. Deuxième question, qui pourrait définir de manière simple ce qu'est un algorithme, hein, pas techniquement, mais simplement ? N'ayez pas peur, même connaître le mot est suffisant. D'accord, très bien. Tout simplement, c'est une succession d'opérations. Une recette de cuisine est un algorithme. Voilà, tout simplement. Troisième question, peut-être encore plus difficile. Qu'est-ce que la due diligence en anglais ou le devoir de vigilance traduit en français ? C'est souvent appliqué pour les entreprises. Qui pourrait lever la main ? Katia, tu pourrais lever la main quand même. Très bien, donc c'est les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Les algorithmes, c'est une évidence de dire qu'ils sont dans nos vies de tous les jours. Il suffit de faire une recherche sur Google ou d'ouvrir Facebook ou un fil Instagram afin
de le constater par nous-mêmes, ils vont sélectionner de l'information et par conséquent, ils vont faire un choix sur ce qu'ils ne vont pas nous montrer. Donc, conséquemment, ils vont façonner notre vision sur le monde et à ce titre, ils ne sont pas neutres. Alors évidemment, vous pourriez me dire que les algorithmes, c'est une question technique et il n'est pas nécessaire de savoir ce qui se passe derrière les mécanismes afin de pouvoir utiliser Google ou utiliser Facebook. C'est vrai. Le deuxième point que vous pourriez aussi me dire, c'est que c'est avant tout peut-être une question individuelle, c'est-à-dire qu'on part souvent des bulles de filtre qui vont un peu dans lesquelles on va rester lorsqu'on va chercher de l'information, mais pourtant, ça serait à nous en fait d'aller faire le chemin, de chercher une information contradictoire, de vérifier cette information sur des médias, de croiser les sources, de remonter sur les sources initiales de ces différentes informations, mais qui le fait? En tout cas, moi, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, en fait, c'est un problème collectif. Et en fait, c'est déjà un problème collectif, c'est qu'il a un impact grave sur nos vies, et on va le voir aujourd'hui à travers deux exemples. Le premier exemple, c'est le cas de la reconnaissance faciale utilisée comme moyen de surveillance. C'est déjà le cas à New York, en Russie ou dans d'autres pays. Ça implique déjà que des personnes se font discriminer parce qu'il y a des erreurs qui sont liées à l'utilisation de ces algorithmes, où ça va amplifier des biais racistes, notamment au niveau des forces de sécurité. Ça, c'est notre première partie, une partie un petit peu courte afin d'introduire ce sujet. La deuxième partie un peu plus longue, ça va être sur Facebook. Donc les systèmes algorithmiques de Facebook, c'est un rapport d'Amnesty International qui l'a montré, ont amplifié la haine vis-à-vis d'une minorité au Myanmar, c'est ce qu'on appelait anciennement la Birmanie, et qui a littéralement déclenché des émeutes ethniques dans ce pays. Donc c'est vraiment deux sujets quand même très importants qui vont nous montrer un peu les relations qu'entretiennent les algorithmes avec nous-mêmes. Donc au cours de ces deux parties, on va aborder trois questions importantes. Déjà, qu'est-ce qu'un algorithme? Quelles sont les limites des algorithmes actuels et quels sont leurs impacts sociaux? La deuxième question, ça va être comment on va pouvoir améliorer ces algorithmes afin de les rendre un peu plus éthiques. Et la troisième question qu'on va se poser, c'est quelles sont les responsabilités des différents acteurs, ainsi que quelles régulations on doit apporter. Alors pourquoi on parle spécifiquement de la responsabilité de ces acteurs-là? Eh bien tout simplement parce que ça vous concerne vous, en tant que futur ingénieur de Télécom Physique Strasbourg, vous serez amené à concevoir des algorithmes ou peut-être à prendre des décisions par rapport à cela dans le cadre soit de postes dans le privé, soit au niveau du secteur public. Vous pourrez être amené à décider. Ainsi, je parle bien sûr des étudiants, mais c'est le cas aussi pour les étudiants en droit, les chercheurs, etc. Pour répondre à ces questions qui sont un petit peu compliquées, on a deux intervenants fabuleux aujourd'hui. On avait aussi Giada qui devait nous rejoindre, mais qui a malheureusement dû annuler à cause de problèmes de grève. Katia Roux sera notre première intervenante. Elle est chargée de plaidoyer à Amnesty International France dans le programme Action pour les libertés. Elle co-organise notamment la campagne de surveillance ciblée par rapport à le logiciel Pegasus de NSO, vous en avez peut-être entendu parler. On ne va pas aborder ce problème aujourd'hui, mais elle travaille également sur la campagne Facebook qui fera l'objet de notre seconde partie. Elle s'occupe, en tant que chargée de plaidoyer, elle va s'occuper des relations avec les acteurs externes à Amnesty, les décideurs, les médias publics, ainsi que vous. Enfin, notre second intervenant sera Lee Nguyen Oang, qui a de multiples casquettes. Donc, il est cofondateur et PDG d'une start-up en sécurité, ainsi que de l'association Tournesol, qui produit un algorithme de recommandation de vidéos YouTube. Il aura l'occasion de nous en parler. Et il est aussi vidéaste, peut-être que vous connaissez, de la chaîne Science for All sur YouTube. Et il est membre de comité ethnique et c'est éthique. Et il était chercheur successivement à Montréal, au MIT et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où il étudiait la cybervulnérabilité des IA, l'agrégation des jugements humains et les études de l'utilisation des algorithmes. Donc voilà, on a un beau panel. Donc je le remercie d'être présent aujourd'hui. Au cours, c'est une conférence débat. Au cours de nos discussions, à certains moments, il y aura
des sessions de questions au public. L'objectif de ces questions, ça sera si vous souhaitez orienter les discussions vers tel ou tel sujet, n'hésitez pas, c'est le moment. N'hésitez pas à lever la main, vraiment, il n'y a aucun problème. On ne va pas répondre directement à ces questions-là. Donc, si vous considérez que vous souhaitez avoir plus d'informations ou qu'on n'a pas spécifiquement répondu à la question, n'hésitez pas à voir les intervenants à la fin de la conférence. Enfin, à la fin, il y aura un stand d'Amnesty, donc n'hésitez pas à rester afin de signer les pétitions et de vous renseigner sur le mouvement. Je vous remercie et on peut envoyer la seconde vidéo d'introduction de la première partie. Merci. Qui peut être aujourd'hui annoncé comme un réseau pour surveiller d'éventuels actes terroristes, pourra ensuite être utilisé éventuellement contre des opposants au pouvoir si un jour le pouvoir décide d'activer cet outil. En fait, on donne un outil de surveillance de masse aux États et ça, c'est inacceptable. Amnesty International a lancé la campagne Ban the Scan il y a plusieurs mois. On demande l'interdiction du développement, de la production, de l'utilisation, de l'exportation et de la vente des logiciels de reconnaissance faciale parce qu'on considère que ces technologies sont de la surveillance de masse et donc c'est forcément une violation du droit à la vie privée. Alors déjà, il y a deux types de reconnaissance faciale. Il y a la reconnaissance faciale à des fins d'authentification, donc on va comparer votre visage à une photo particulière. Ça, on ne va pas forcément s'y opposer parce que c'est très individualisé. En revanche, il y a ensuite la reconnaissance faciale à des fins d'identification, où il s'agit de comparer votre visage à des bases de données de milliers, de millions de photos pour vous identifier. Et là, ça va être une surveillance qui est massive, et donc on va considérer que ça ne répond plus aux règles du droit international en matière de surveillance, qui dit qu'elle doit être strictement ciblée avec des motifs justifiés, légitimes, nécessaires et proportionnés. Puisque en fait, il s'agit d'avoir des bases de données de l'essentiel de la population et ensuite de la surveiller, notamment dans l'espace public, via des caméras de vidéosurveillance. Ce qui change avec les logiciels de reconnaissance faciale, c'est l'échelle et l'ampleur de la manière dont ça peut être fait, puisqu'il est possible de traiter des millions de visages, de les faire correspondre à des bases de données de millions d'autres photos. Donc en fait, ça peut vraiment instaurer un système de surveillance massif, où tous les biais vont être exacerbés puisque les algorithmes ne font que répéter la manière dont on les a programmés. Alors c'est très difficile de savoir qui l'utilise et comment, parce que souvent ça se développe assez discrètement et plus rapidement que le cadre légal. Par exemple, en France, la reconnaissance faciale est déjà utilisée pour identifier des personnes dans le TAJ, donc le traitement des antécédents judiciaires, les fichiers de suspects de la police, et ça c'est quelque chose qu'on apprend au détour d'un rapport parlementaire. Hyderabad has been one amongst the most surveillance city by using the use of CCTV and also the facial recognition technology which is being used in Hyderabad the most and also at the same time has been putting the human rights at risk. On sait qu'en Inde, la reconnaissance faciale est utilisée, que le gouvernement a acquis des logiciels. Hyderabad, c'est aussi une des villes les plus surveillées au monde en termes de réseau de caméras de surveillance. Avec des bénévoles d'organisations indiennes, on est allé faire un repérage dans 2 quartiers d'Hyderabad sur la présence de caméras de surveillance. Il en a été conclu que plus de la moitié de la superficie de ces 2 quartiers était sous l'œil des caméras. On croise ces données avec le fait que l'Inde a acquis des logiciels de reconnaissance faciale, y compris à une entreprise française, Idemia. Et il se trouve qu'en plus, Hyderabad est en train de construire un centre de commandement, ce qui va démultiplier les capacités de traiter les images issues des caméras de vidéosurveillance, y compris, on le craint, avec des logiciels de reconnaissance faciale. I'm in this spot for a reason. In summer of 2020, a Black Lives Matter protest started right here, before heading all the way to Washington Square Park and back. By following in the footsteps of those protesters, we're going to put Amnesty's work to the test. Here we go. Alors sur le cas de New York, donc on a travaillé aussi avec un réseau de bénévoles pour essayer de localiser toutes les caméras de surveillance dans la ville. Et on a réussi à identifier un réseau de 25 500 caméras dans New York.
ce qui a permis aussi d'identifier des patterns, des tendances, notamment le fait que les quartiers habités principalement par des personnes non blanches vont être davantage surveillés. Et cette surveillance, ça veut dire que potentiellement, la reconnaissance faciale peut être utilisée pour vous identifier. Où on apprend que la police à plus de 20 000 reprises depuis 2016 a utilisé la reconnaissance faciale pour identifier des individus. Mais le problème de ces usages-là, c'est qu'en général, ça se fait dans la plus grande opacité. On ne sait pas quel logiciel ils utilisent, avec quel type de base de données. Par exemple, on a engagé des procédures contre la police de New York pour obtenir des informations sur les logiciels utilisés, la manière dont ils étaient utilisés. Et un point qui est assez important dans notre recherche, c'est la question des biais, et notamment des biais racistes. Et donc, en fait, cette surveillance va encore aggraver des biais discriminatoires qu'on constatait déjà dans les actions de police en général. Bonjour, merci d'être là. Pour récapituler un peu la vidéo qu'on vient de voir, il s'agit donc de reconnaissance faciale qui est la surveillance de masse, donc quelque chose qui est non conforme au droit international. C'est une technologie opaque avec des biais racistes. On a vu notamment le cas de New York avec un ciblage particulier dans les quartiers de population non blanche et une amplification des biais des actions de police contre ces populations-là. L'argument d'utilisation qui est souvent fait pour justifier l'utilisation de ce type de technologie, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais souvent, les autorités peuvent changer et ils auront à leur disposition des armes contre les manifestants. C'est déjà le cas notamment d'un ciblage contre les manifestants de Black Lives Matter, comme on vient de la voir, et aussi, on ne l'a pas vu dans la vidéo, mais c'est aussi utilisé pour réprimer des manifestants en Russie. Je me permets juste de noter que Katia ne travaille pas spécifiquement sur cette campagne-là, mais ça ne va pas l'empêcher de... Donc, en tout cas, merci d'être là. Donc, la première question que je souhaiterais te poser, Katia, c'est quelle est la procédure d'enquête d'Amnesty pour obtenir ce genre d'informations? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour répondre à cette question, c'est aussi important de comprendre comment Amnesty fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avancer des faits, effectuer des demandes, on va s'appuyer sur une recherche. Aujourd'hui, la recherche peut prendre plusieurs formes, mais typiquement et traditionnellement, Amnesty va publier des rapports très détaillés sur la base de faits, d'enquêtes sur le terrain, issus aussi d'entretiens, d'interviews avec les personnes concernées. Et généralement, ces rapports donnent lieu à des recommandations. Ici, on est dans un cas de figure un peu particulier, puisqu'il a fallu qu'on s'organise depuis plusieurs années au sein d'Amnesty pour traiter ces questions de l'impact des nouvelles technologies sur les droits humains. Et donc, on a plusieurs équipes maintenant qui sont dédiées à ces enjeux-là. On a une équipe globale qui s'appelle la Tech Team, qui est basée essentiellement à Londres, mais aussi un peu à Berlin, et qui s'est organisée en différents laboratoires. Il y a un laboratoire, par exemple, qui s'occupe de la sécurité numérique, donc plutôt la question des logiciels espions. Et en ce qui concerne la reconnaissance faciale, on a un laboratoire qui travaille justement sur les algorithmes et les biais algorithmiques, et donc qui va mettre en place des méthodologies pour précisément obtenir toutes ces informations. Pour l'exemple de New York, ça a été dit partiellement dans la vidéo, on a fait appel à un réseau de bénévoles, des centaines, des milliers de bénévoles en réalité, qui ont soit arpenté les rues de New York, soit regardé avec des images satellites où se trouvaient ces fameuses 25 500 caméras de surveillance pour pouvoir justement établir qu'une grande majorité d'entre elles se trouvaient dans les quartiers d'Harlem, du Bronx, du Queens aussi, et donc des quartiers où la majorité de la population est non blanche. Et donc c'est en cela aussi qu'on parle de biais racistes. Et puis effectivement, ensuite, on a pu communiquer avec un certain nombre de personnes concernées, faire des interviews avec notamment les manifestants de Black Lives Matter pour voir effectivement quelle avait été leur expérience. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu, en recoupant les différentes informations, en allant chercher nous-mêmes des informations, en s'appuyant sur notre réseau de bénévoles, obtenir effectivement ces informations et pouvoir, au regard aussi de ce qu'on connaît des algorithmes et peut-être on y reviendra de l'impact
extrêmement disproportionnée des algorithmes sur les droits humains, établir effectivement nos demandes, et essentiellement la demande d'interdiction de la reconnaissance faciale à des fins d'identification, non pas d'authentification. Il y a une différence vraiment à marquer, que ce soit par les acteurs publics ou privés. Merci beaucoup. Du coup, Léa, je souhaiterais te poser en question. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est l'IA, le machine learning et les biais d'entraînement, l'entraînement des IA, comment ça se passe, en quoi ça consiste? Ouais, alors j'ai allumé mon micro, ça fait un son un peu bizarre. Ok, donc j'espère que ça va régler. Ok. Traditionnellement, les algorithmes, on les écrit comme des recettes de cuisine, c'est l'exemple que tu avais donné. C'est-à-dire, on dit à l'algorithme, bon, bah, voilà, dans ce cas, tu prends telle donnée, voilà, en fonction de si ça parle de ça, bah, tu fais ci, si ça parle de tel truc, tu fais ça. On a une approche beaucoup plus déductive, constructive, hein, de ce qu'est l'algorithme. Mais en fait, on s'est rendu compte, et en fait, c'est quelque chose qui a été anticipé dès 1950 par Alan Turing, donc c'est quelque chose qui date, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des algorithmes qu'on n'arrive pas à écrire, qui sont vraiment trop compliqués à écrire. Et par exemple, la reconnaissance, l'identification d'une personne dans une image, c'est quelque chose que aucun informaticien n'a réussi à programmer. Vous pouvez imaginer comment vous y prendrez, c'est sans doute très compliqué, et en fait, ça fait 70 ans que les gens essayent et qu'aucun informaticien n'a réussi. Et l'idée de Turing, c'est que la raison pour laquelle on n'y arrive pas, c'est que l'algorithme est trop long à écrire. Enfin, on pourrait y arriver, mais il faudrait vraiment beaucoup de temps pour imaginer tous les cas possibles. Et du coup, ce n'est pas humainement faisable que d'écrire cet algorithme. Et du coup, l'idée de Turing, c'est qu'au lieu de faire ça, on va faire une approche guidée par les données. On va prendre plein de données d'exemples de visage. On va d'abord apprendre à l'algorithme, on va lui dire, bah, là il y a un visage, là il n'y a pas de visage. Et on va peut-être lui donner d'autres données du genre, là il y a un visage de telle personne, là elle n'est pas dans cette telle image. Et petit à petit, l'algorithme va se modifier. Donc on va lui aussi apprendre comment se modifier, mais il va se modifier petit à petit pour s'améliorer à faire cette distinction entre là où il y a l'image de telle personne et là où il y a l'image où il n'y a pas l'image de telle personne. C'est comme ça que la plupart des algorithmes aujourd'hui, beaucoup d'algorithmes qui sont très déployés et qu'on appelle du coup le machine learning sont conçus. C'est à partir d'énormément de données, d'exemples. Et si on y réfléchit, c'est pas mal la manière dont on apprend nous-mêmes, dans beaucoup de cas en tout cas. On apprend avec beaucoup d'exemples et petit à petit, on apprend à reconnaître ce qui fait la différence entre la présence d'un chat, la présence d'un chien ou la présence de telle personne et son absence d'une photo. Ok. Intéressant. Et du coup, on va parler aujourd'hui beaucoup de biais d'algorithmes. Et du coup, c'est quoi les différents types de biais? Qu'est-ce qu'un biais dans un algorithme comme ça qui apprend à partir des données? Ouais, donc il y a beaucoup d'aspects différents. Un des aspects importants, c'est que les algorithmes aujourd'hui, c'est la description de machine learning aujourd'hui, donc c'est la description que je viens de donner, ils s'appuient énormément sur des données passées qu'ils vont chercher ensuite à généraliser. Et donc si on prend le cas d'un chat, par exemple, c'est à peu près une bonne hypothèse, puisque la manière dont les chats sont photographiés jusque-là, bah, c'est assez représentatif probablement de ce à quoi les chats vont ressembler demain. Là où ça devient un peu plus problématique, c'est quand on applique ça à des questions qui sont liées à des droits humains ou à l'identification de traits qui ne sont pas censés être fixes dans le temps. Donc, par exemple, la proportion de personnes de telle ethnie qui sont, par exemple, coupables de tel ou tel truc dans tel quartier, par exemple. Si on surgénéralise ça, ben on généralise des choses qu'on pourrait ne pas vouloir généraliser. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, donc la manière dont les États-Unis étaient il y a 30 ans, par exemple, c'est très différent de la manière dont c'est aujourd'hui. Et du coup, on va généraliser des choses du passé qui de façon potentiellement très problématique aujourd'hui. Donc ça, c'est un des biais très importants. Donc on va prendre un autre exemple au niveau du recrutement. On sait qu'il y a un biais homme-femme. Alors là, le biais, il n'est pas tant dû, non seulement dû à un côté historique, mais il est également dû au fait que la manière dont les données sont ce qu'on appelle étiquetées, c'est-à-dire typiquement dans ce cas, la personne recrutée ou non, bah, c'est une décision d'un humain qui lui-même a ses propres biais. Et du coup, comme les algorithmes d'apprentissage, de machine learning, ne font que généraliser les données du passé, en tout cas dans la version de base, ça va généraliser des biais qui sont potentiellement très, très, très problématiques dans les sociétés. Ok.
Donc si je reparaphrase, donc de ce que tu nous dis, en fait, il y a une problématique déjà de surgénéralisation de ce qui a été déjà appris précédemment. Et en plus, il y a une autre question, c'est des êtres humains qui ont des biais, qui reproduisent ces biais-là sur les données et donc, in fine, sur les algorithmes qui vont produire des résultats. Exactement. Et alors, ce ne sont que 2 problèmes parmi d'autres. Je ne suis pas du tout exhaustif. Pour donner un autre exemple, un problème, par exemple, c'est un manque de données. Donc, si on a une application médicale, par exemple, qui est entraînée uniquement sur des données de gens qui ont de la technologie chère pour capter ces données, bah, l'algorithme d'apprentissage va être optimisé uniquement pour ces personnes-là. Et du coup, si elle est utilisée ensuite par d'autres personnes, bah, potentiellement, elle va dysfonctionner. Et si c'est des applications médicales, ça peut être très dangereux. Donc, bon, il y a beaucoup de types de biais différents. C'est juste illustratif, pas du tout exhaustif. Bien sûr. Du coup, on comprend que c'est quand même un petit peu une problématique d'utiliser ces algorithmes pour prendre des décisions qui ont un impact véritable sur les êtres humains. Du coup, Katia, je voudrais peut-être poser une question. Pourquoi le problème est spécifiquement sur... enfin, comment dire du coup, est-ce qu'on peut utiliser les algorithmes afin pour des décisions de justice? Et à quel degré de preuve on peut dire, voilà, cet algorithme-là a identifié telle personne comme étant coupable en faisant un abus de langage. Mais voilà, est-ce qu'on peut utiliser ces résultats-là pour des décisions de justice? Alors c'est extrêmement problématique en réalité la question qui est posée parce que, on l'a dit, les algorithmes peuvent reproduire, amplifier des biais. Ce n'est pas le seul impact sur les droits humains, en réalité. Là, on l'a vu, il y a un impact sur la vie privée. Ça peut aussi limiter des libertés fondamentales, comme la liberté de manifester, par exemple. Et puis, il y a effectivement la non-discrimination, le principe d'égalité. La question que ça pose, c'est l'utilisation, effectivement, de ces algorithmes-là. On a parlé de l'authentification, donc ça, c'est relativement simple. C'est-à-dire l'exemple du passeport. Quand on passe à l'aéroport un portique, on scanne le visage, on voit la correspondance avec le passeport. Bon, voilà. L'identification, on l'a vu, c'est plus problématique. Ça s'apparente à de la surveillance de masse, et donc c'est incompatible avec le droit à la vie privée. Mais il y a d'autres utilisations, par exemple d'authentification, effectivement, où là, on va mettre une étiquette, on va classer en catégories, et ensuite, on va s'appuyer sur ces catégories pour prendre des décisions. Ou alors le profilage. Et là encore, c'est extrêmement problématique parce qu'on va essayer de prédire le comportement d'une personne. On ne peut pas se reposer sur des biais algorithmiques ou sur des algorithmes qui sont aussi opaques que ce qui a été mentionné. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas à la fin comment fonctionne l'algorithme. On a les données d'entrée et puis avec l'apprentissage automatique, effectivement, on va avoir une décision à la sortie qui est une décision probabiliste. L'algorithme va faire des corrélations, mais pas des relations de causalité. Donc on ne pourra pas se fier et prendre une décision forcément qui serait pleinement éclairée, parce que complètement opaque. Et en plus, on n'est pas en capacité de dire à 100% s'il y a eu des biais ou pas, parce qu'il y a des biais directs et puis il y a des biais indirects. Il y a aussi des biais dont on n'est même pas conscient nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Donc prendre une décision de justice sur la base, effectivement, d'une donnée ou en tout cas d'un résultat qui est affiché par un algorithme, alors qu'on sait tous ces biais qu'il y a et tout l'impact qu'il y a sur les droits humains, c'est extrêmement problématique et c'est même, c'est effrayant en réalité sur quand on pense à l'avenir et au type de société vers laquelle on souhaite évoluer. Et du coup, parce que là, on rejette entre guillemets le problème sur les technologies de surveillance. Mais in fine, c'est quand même un acteur humain, la police, qui va décider de faire une intervention chez quelqu'un, de perquisitionner quelqu'un, ou un tribunal qui va prendre la décision de condamner quelqu'un. Est-ce que finalement le problème, c'est pas tant les acteurs qui prennent la décision finale et qui sont biaisés par rapport à ces décisions-là, que finalement les technologies qui leur font juste donner un résultat, ils sont libres pas d'en tenir compte? Alors l'un n'exclut pas l'autre, en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'humain agit à différents niveaux. On a donné l'exemple, par exemple, des manifestations, enfin on l'a évoqué en Russie. Ce qui s'est passé en Russie, c'est qu'on a eu des manifestations en soutien à l'opposant Alexeï Navalny qui se sont déroulées. Et puis, des personnes qui avaient participé à ces manifestations ont, après coup,
été arrêtés à leur domicile, c'est-à-dire que les autorités russes avaient utilisé les images captées pendant la manifestation, croisées avec les technologies de reconnaissance faciale pour identifier qui participait ou pas à la manifestation. Et des journalistes, des manifestants ont été arrêtés après coup. Là, c'est une décision évidemment humaine d'aller arrêter ces personnes-là. On sait que les autorités russes mènent une répression assez féroce contre les voix d'opposition, persécutent judiciairement les opposants, les manifestants également. Donc oui, évidemment qu'il y a une responsabilité humaine qui est extrêmement forte. Les États et les autorités ont des responsabilités en matière de droit international relatif aux droits humains. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce genre de technologies, notamment les technologies biométriques et en particulier les technologies de reconnaissance faciale, étaient de plus en plus utilisées. Alors ce sont des technologies en plein essor, mais de plus en plus utilisées dans un contexte de maintien de l'ordre. Et effectivement, à ce titre-là, c'est le genre de situation comme New York ou Hyderabad qui peuvent se reproduire. Et ça, c'est assez inquiétant. Et ce n'est pas que le maintien de l'ordre. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui va être contrôle aux frontières. Effectivement, on va pouvoir utiliser de la reconnaissance faciale ou des technologies biométriques pour empêcher, soi-disant, l'immigration illégale. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose une petite session de quelques questions. Donc, est-ce que vous auriez déjà un sujet en particulier que vous souhaiteriez poser En fait, ma question, c'est au final, est-ce que le problème n'est pas d'être dans la base de données? Parce que si on n'apparaît pas dedans, l'algorithme, il aura beau reconnaître, il aura beau essayer de faire une association, mais il ne pourra pas savoir, par exemple, que c'est moi, si jamais je me suis présenté. Est-ce que tu avais une question aussi? Faudra peut-être. Moi, j'ai une autre question, mais c'est pas vraiment la même chose. S'allumer. Je pense que tout le monde m'entend, c'est pas grave. Il faudrait peut-être répondre à la question d'avant avant que j'en pose une autre. Vas-y, on prend quelques questions. D'accord. Moi, je disais, je vais me faire un peu l'avocat du diable ici. Je me disais, je pense que la vraie question, c'est pas est-ce que les IA sont biaisées, est-ce qu'elles prennent des mauvaises décisions, est-ce qu'elles sont opaques. C'est plutôt, est-ce qu'elles sont plus biaisées que les humains, est-ce qu'elles sont plus opaques que les humains, et est-ce qu'elles prennent plus de mauvaises décisions que les humains. C'est plutôt ça la bonne question à se poser, je pense. Effectivement, les IA sont opaques et sont biaisées, mais quelque part, les humains aussi. Il faudrait avoir une mesure du biais humain et de l'opacité de l'humain. Effectivement, l'humain, c'est pratique, on peut parler avec, essayer de comprendre comment il réfléchit, pourquoi il a pris une décision. L'IA, un peu moins aujourd'hui, mais il faudrait peut-être justement travailler sur ça. Voilà. Du coup, oui, j'avais une question spécifiquement que tu as posée. Du coup, comment on vérifie le bon usage et l'efficacité d'une IA? C'est très difficile. C'est tout un champ de recherche. La remarque sur les humains est très pertinente dans un sens, parce qu'un humain aussi est très opaque. C'est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de Poutine, par exemple, en ce moment. Mais là où il y a une différence importante, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes, beaucoup d'algorithmes sont en fait plus puissants que les humains aujourd'hui. Ils jouent sur des échelles beaucoup plus grandes. Du coup, c'est d'autant plus important de faire gaffe à ce que ces algorithmes-là... Vraiment, quand on pense IA, j'aimerais qu'on pense vraiment à cet objet que j'ai dans ma poche, là, ce téléphone. Ça, c'est le plus grand capteur qu'il y a d'informations qu'il y a. C'est incroyablement sensible, la quantité d'informations. Par défaut, si vous l'utilisez normalement, moi je l'utilise pas normalement, donc c'est pas mon cas, mais probablement ce téléphone contient un détecteur de votre visage, de votre empreinte digitale, et donc de votre iris, de vos yeux, quoi. Donc c'est vraiment l'outil, et c'est l'outil par lequel il y a énormément d'intelligence artificielle qui tourne dessus. Tout ce qui est algorithme de reconnaissance, détection faciale, etc., tourne dessus. Et ça, c'est sur tout le monde. Enfin, tout le monde a accès à ça. Une notification aujourd'hui de YouTube, de Google, ça peut toucher 3 milliards d'humains. Et un humain n'est pas capable de faire ça. Donc c'est l'ampleur qui fait qu'il y a beaucoup plus d'urgence à faire gaffe à ces algorithmes qu'aux humains. Sachant qu'en plus, les humains, aujourd'hui, il y a la loi, on est souvent capable de l'appliquer, pas tout le temps malheureusement, mais voilà, je pense que c'est une différence importante entre les algorithmes et les humains. Merci beaucoup. Par rapport à l'amélioration de ces algorithmes-là,
Si vous deviez discuter avec les services de police de New York, quelle serait votre première recommandation à leur faire afin d'améliorer l'éthique de ces algorithmes-là? Vas-y, Katia. Alors, nous, dans la mesure où Amnesty International demande l'interdiction totale de l'utilisation de la reconnaissance faciale à des fins d'identification, évidemment, ce serait ce qu'on dirait en premier lieu. Après, comme il a été mentionné dans la vidéo, on a demandé des informations relatives à l'utilisation par la police de New York de logiciels de reconnaissance faciale, couplés avec toutes les vidéos de surveillance qui ont été installées. Ça a été refusé. Il a fallu qu'on aille en justice. Et au moment de la vidéo, on n'avait pas la décision, mais on a quand même gagné. C'est une première étape, dans la mesure où la Cour suprême de New York a ordonné à la police de répondre à cette demande d'information. Normalement, la police est censée le faire. Elle ne l'a pas fait. Là, maintenant, elle a une décision en justice qui lui demande de le faire. Donc, évidemment, la première chose qu'on va demander, c'est de la transparence, l'information, de la redevabilité. Parce qu'en fait, ce qui se joue avec cette opacité, c'est aussi l'impossibilité d'avoir un recours effectif, d'avoir réparation pour les victimes, par exemple, de discrimination. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais encore une fois, il y a des utilisations qui sont tellement problématiques en matière de droits humains, qui sont simplement incompatibles avec les droits humains, et on demande tout simplement l'interdiction. Il a été mentionné à plusieurs reprises dans la vidéo les critères de nécessité, de proportionnalité. Ça c'est ce que dit le droit international, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de montrer qu'il n'y a pas d'autres moyens possibles, et ça c'est ce qu'on peut demander par exemple à la police de New York, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens possibles de mener cette mission que de passer par une surveillance de masse, une surveillance généralisée? Voilà, si ce n'est pas proportionné, c'est-à-dire par exemple limité dans le temps, c'est simplement pas conforme au droit international. Donc il y a d'autres moyens à mettre en place. Tu mentionnais la lutte contre le terrorisme au début comme l'argument qui était souvent avancé, ou contre la criminalité. Là encore, le droit international ne dit pas qu'il ne faut pas lutter contre ces crimes, mais la lutte contre le terrorisme est aussi encadrée et doit répondre à des critères stricts de nécessité, de proportionnalité et de légitimité. Ok. Et toi, Léa, quelle serait ta recommandation au service de police? Je n'étais pas préparé à cette question. En tout cas, clairement, moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur ces questions et qu'il y ait beaucoup plus un suivi par différents organes externes, indépendants, des chercheurs, des défenseurs des droits de l'homme, et ainsi de suite. Je pense que c'est ma recommandation. D'accord. Et justement, pour répondre à la question juste avant, par rapport au stockage des données personnelles, aux US, c'est beaucoup plus laxiste, on va dire, enfin permissif qu'aux États-Unis. Est-ce qu'on peut demander aux États-Unis leur suppression? Après, si tu ne sais pas, c'est pas grave, mais qu'elles soient un petit peu près. Est-ce qu'on peut autoriser le stockage de ces données? Dans quelle mesure on peut agir à titre individuel dessus? Je ne sais pas si... Alors, oui, je pense qu'on va faire le lien, mais aussi pour répondre directement à cette question et faire le lien avec ce que tu disais, c'est très difficile aujourd'hui de ne pas être dans des bases de données. Alors effectivement, on a mentionné par exemple le traitement des antécédents judiciaires, donc ça c'est une base de données française et très spécifique aux personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes, mais en réalité aujourd'hui, pour utiliser les technologies de reconnaissance faciale, on va aller chercher des images qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire toutes les images issues de Facebook ou de tous les réseaux sociaux, en réalité, ça va constituer des bases de données immenses, de milliers, de millions en réalité de photos. Quand on poste des photos sur les réseaux sociaux, typiquement, ces photos peuvent être récupérées et en fait, on peut aller croiser ces données. Donc en fait, il ne s'agit pas simplement d'être inscrit sur tel ou tel fichier, ce qui pose déjà en soi un certain nombre de questions, effectivement, en termes de données et de traitement des données et combien de temps, et est-ce que la personne est informée, et combien de temps on garde ces données, et l'interopérabilité aussi des données, c'est-à-dire est-ce que c'est transposable d'un fichier à un autre. Ça, très concrètement, quand on collecte des données, quand c'est fait de manière légale, c'est-à-dire strictement encadré par la loi, le droit dit que ça doit être fait uniquement pour l'objectif qui est poursuivi. Donc on ne peut pas utiliser des données collectées pour une autre fin que pour celle pour lesquelles elle a été collectée. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ça pose la question aussi d'un traitement des données de manière proportionnée et légitime. Ok. Peut-être si je reformule, si on donne nos données à la CAF, on s'attend pas à ce que, à la sécurité sociale, on ne s'attend pas à ce que la CAF les récupère derrière, par exemple.
Est-ce que ça pourrait être ça? C'est l'idée. Alors, moi, je faisais plutôt mention effectivement de fichiers qui étaient plutôt utilisés par les autorités judiciaires ou de police, mais l'idée, c'est ça, c'est quand des données, et notamment des données à caractère sensible, sont collectées, elles ne devraient pas être partagées sans qu'on le sache, sans qu'on puisse donner un consentement explicite et éclairé. Ça, c'est tout l'enjeu, par exemple, du RGPD en Europe. Mais effectivement, aux États-Unis, on n'a pas ce type de règlement. Je reviens aussi. Je pense qu'il faut... je veux dire, les données personnelles ne sont pas personnelles, parce qu'elles ne sont pas si personnelles que ça. Ce que je veux dire, c'est que quand ma mère envoie un message à mon père, quand ma mère envoie mon adresse personnelle à mon père, une information sensible à mon sujet est disponible dans la base de données de mon père et de ma mère. Et en fait, ça arrive tout le temps. Il y a plein d'informations qui leakent de manière indirecte. Quand on mène une enquête judiciaire, on ne va pas juste voir les données du suspect. On va voir sur tout le monde. Et il y a un cas qui est vraiment frappant, c'est le cas du Golden State Killer. Donc c'est un tueur en série aux États-Unis, qui a été retrouvé des années après, à partir d'un morceau d'ADN. Mais en fait, on n'avait pas accès à son ADN directement. Et les policiers ont réussi à le retrouver parce qu'ils ont réussi à avoir accès à de l'ADN de cousins éloignés, enfin de cousins qu'il n'a jamais rencontrés, qu'il ne connaissait même pas. Donc des gens dont vous ne connaissez même pas l'existence, le fait que leurs données soient dans une base de données peuvent potentiellement trahir des informations extrêmement sensibles à votre sujet. Donc il y a vraiment besoin d'une réflexion plus globale et d'ailleurs c'est aussi une remarque au niveau de la recherche qui aujourd'hui a encore cette vision très individualiste des données et qui ne prend pas ça en compte en fait. Donc c'est encore un des grands défis de la recherche. Ok, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste s'intéresser aux données de quelqu'un, mais s'intéresser aux données de tout son réseau, son cercle proche, on va dire. Ouais, et puis parfois ça peut être même... si on cherchait mon nom sur Google, la première autocomplétion c'est âge. Tout le monde doit savoir mon âge et la réponse est sur Google. Vous pourrez chercher. Mais voilà, c'est des choses que je ne contrôle plus. Enfin, il y a des choses de qui ça vient, enfin, même pourquoi est-ce que c'est cette autocomplétion. On sent que les données qui sont liées à ma personne, j'ai perdu tout le contrôle, même si j'étais complètement en dehors de ce système. Quand on regarde le droit international, le droit à la vie privée comporte effectivement cette dimension de pouvoir contrôler ses propres données. En réalité, le droit à la vie privée en droit international, c'est le fait de ne pas subir d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, mais c'est aussi le fait de pouvoir contrôler le partage de ses données personnelles. Donc c'est quand même très important aussi cette notion-là. On change de micro, c'est ça? On a entendu, non? Je pense que le public t'a entendu. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, pour conclure cette partie, je suis désolé, c'est vraiment intéressant et j'ai plein de questions. Est-ce que vous pourriez donner un message que devrait retenir le public de ce qu'on vient de dire actuellement? Vas-y. Je peux rajouter un. Il juste mentionner le clavier intelligent que vous avez sur vos téléphones, parce que je pense que c'est la plus dangereuse source d'informations sensibles extraites. Donc à chaque fois que vous tapez un message sur WhatsApp, sur Signal, même si vous utilisez une messagerie chiffrée, en fait, lorsque vous le tapez souvent sur un clavier intelligent, en tout cas de base. Et ce clavier intelligent, c'est un clavier souvent de Google qui apprend. C'est un algorithme d'apprentissage qui apprend ce que vous tapez. Et aujourd'hui, les algorithmes qui sont conçus par Google, même des trucs publiés que j'ai pu lire, et beaucoup est opaque, donc je n'ai pas pu lire, ne sont pas suffisamment sécurisés contre ce genre de risque. Donc voilà, le téléphone, c'est en fait un gros danger en termes de protection des données sensibles. Moi, si j'ai un message, c'est peut-être se poser la question du besoin qui sous-tend l'usage de ces technologies. On voit souvent le développement de ces technologies comme un progrès, et c'est vrai, c'est vrai que c'est un progrès, mais il faut aussi se poser la question de l'impact en matière de droits humains systématiquement, et donc qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui rend ces technologies absolument nécessaires dans tel et tel champ d'application. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les développer, ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser, mais il faut qu'on ait un usage raisonné de ces technologies et un usage qui soit véritablement
véritablement conforme à nos droits humains. Et aujourd'hui, malheureusement, le droit et les lois courent souvent derrière l'évolution, le développement de ces technologies. Donc c'est important systématiquement de se rappeler quel est le besoin, quel est l'impact sur mes droits, sur nos droits collectivement, et de pouvoir renvoyer cette question plus généralement aux personnes, aux décideurs et aux instances qui régulent justement l'utilisation de ces systèmes. Ok, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la seconde partie de cet exposé. Donc, si vous voulez, vous pouvez envoyer la vidéo. Saidullah, I am from Myanmar, but now I am living in Bangladesh, Cox's Bazar, as a politically displaced Myanmar national. ध्यान देखिए आई इनलिया दिखते नहीं देवा देखिए बोले माने हेड स्पीच ध्यान ये भी बोलते ऑनलाइन रोर এখন অনলাइन টু হেড স্পিচ অফলাইন মাথা আগে করার দিয়া মাথা আগে মোটামুটি এর আর ডলে উঠলে শিশক কল ফেসবুক মাথা আর উল্টা উল্টা আরে জিন্দেগি দিন দ্বারা দুনিয়া উড়ে আর উল্টো গিয়ে সরি বার্মা দেশে উড়ে আর উল্টো গিয়ে মানুষ তো এটা ধরো ফেসবুক মাথা বোর্ডলে প্রিন্সিপাল দেখি দেন নাকি আজও আপনি মনটা শুনলে কনফিউজার হতা লেখে দেখি হলে হতে দুনিয়া গিয়া বাঙালি কল রাখাই মাথা থাকে আছে ইতারার মুয়ে পানুম বেশি মানে ইতারার বাত রেট বেশি তেরা বাত রেট বেশি আর ইনলা সালা কন্টিনিউ যদি ইনলা তা দল ইতারা ইতারার গোলাম হয়ে যাইবই এখন ইতারা আরা গোলাম আছে ইতারার গোলাম হয়ে যাইবই ফুলগুরির কইতাম ই সাইতের অশান্তি কইতাম ইনলা তো বুঝতে আছে ধরো ইনলা হেড স্পিচ কান দেখি তো অপশন ইনু কান আমি আর আগে তো হেড স্পিচের রিপোর্ট মারি গায় দেয়ার উদু দেয়ার হেড স্পিচ রিপোর্ট মাজি মতো ফেসবুক তো জবাব দে শুকরিয়া তো রিপোর্ট মাজি দিয়ান কিন্তু ইয়ান আরা কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড রেগেস নগার পুছিয়ান এটা স্পেশ দিয়ান দূর হইবার শুধু আর টাইম না যে গুরু ওয়াঙ্গি আছে এটা বেশি হবো বেশি রেয়ার ওয়াঙ্গি তুই লগতে পারে হেড স্পিচ ফেস ন করে দেন এন্দিলা বাংলাদেশের মধ্যে বেশি হস্ত করি মানে আড়িয়া হচ্ছে দিলবুদার কান ডর আসতে চলে জান বাহে বলা বলি ওরে আসছি 15 দিন আর হচ্ছে 15 দিন আড়ি বাদে বহুত মতে কাটে দিলা মরা মানুষ ইন দেখিলে আরো বুদর ডরা যাবে তো এড়ে আসি এড়ে শুরু করি থাকি তো এড়ে যেদিন করবি না কেন তো এখন যদি কি এগুলা আপু দেখেন হতলে করতে বলে সাপ থাকলে বর্মাতে বিদায় তো আই মানে বর্মার ফারুল বর্মার ফার দেখা দিলে ভিতর ঠাই মধ্যে বেশি অশান্তি লাগে আর ঠাই মধ্যে ফারও ভারী আসি এই ইন্দর মনে তুলব আমার ফার মতন না আর ইন্দা কষ্ট করে আসি মনে তুলো কিন্তু এখন ফেসবুকের ক্যাপাসিটি লরে ফেসবুকে চেঞ্জ করে হারিব কেন ফেসবুক তো ক্যাপাসিটি নাই তারা গরিব হচ্ছে কিন্তু তারা ইয়ারা ওয়ান সিকিউরিটি হারিব ফেসবুকের উপর আমরা ইয়ার আগে ফেসবুকের উপর কি লিখলাম লেখা লিখলাম দেখি যে এটা কেমন আমাদের আমরা এডুকেশন প্রোগ্রাম রান করি বলে তারা কিছু আমরা সাপোর্ট মাগিলাম ফেসবুকে আমরা কি করে দিয়ে রিফিউজ করে দিয়ে তো এঙ্গেজ না করলে আমরা ফাইন করে ওরে দিবা নাকি ধরো এখন বুঝে আই হ্যাভ ভিকটিম অ্যাডভোকেট ইন্টারন্যাশনাল তারা হেল্প বুঝে তো ফাইন করে আমরা ওয়েব বনে লাই তারা আর যদি এঙ্গেজ না করে দেন হলে তাহলে আমরা কেস করিও আর একটা দুর্বল যদি এর আর ইয়া বুঝিয়ে তো ফেসবুক হলে দিয়ে আমি কমপ্লেন করছি তো গরিব হাজির টাইম মানে খুশি রাখবো কি আল্লাহ তারা আর ফলে হতানো শুনে ইয়াকো আর দায়িত্ব করে লিজিটিমেট ওয়েলে করে দায়িত্ব তারা নকরি না হারিব আজ পর্যন্ত ইয়া খবর করে দেখি হলে ফেসবুক তো হামাকাইয়ে তারা তো দিন তারা আর ধরুন বুঝছে ইনর কি দিতে হরিব আজ যদি তাহলে দল ফের দেন বলি কিন্তু আজ যদি বুঝি এটা তো আর আল্লাহ দল আমসা এটা তো ফেসবুক সিইও মাকো তো আর আল্লাহ দল আমসা কেলা ইতে আর জুলুম ইতার বিজনেসে আর জুলুম বুঝছে এটা দেখুন টাইম মাথা এরা আড়ালে ধরে আর বুঝদম সাদিন লাগবো টাইম কিন্তু এটা আড়ালে হাতকে এখন এঙ্গেজ জুড়ি বলা এখন ইয়া নাই দিয়া মানে তো নাই দিয়া নাকি আর বেশি ফ্রাস্ট্রেশন ফিল করে নাই দিয়া আমাদের তো দেখি পাশা এটা আসে দলে বলা যাতে বা গেলা বানাইলিও সাদে বেকুদিন আইতে ইনর হামাকা বদলা দিভারতে তোর ক্যাপাসিটি তা হরিব যে বানাই তা তো পজিটিভ অনেক হাজে ইন বদলা দিভারতে দুনিয়া কি দিন হাজে দিভার আমাকে দিয়েই হরিব
Du coup, sur cette vidéo-là, on a vu que, en fait, en 2017, les forces armées et groupes nationalistes violents ont mené des attaques, c'est-à-dire des viols, des tortures, des meurtres contre les Rohingyas. Il s'agit d'une ethnie du Myanmar, qui est anciennement la Birmanie, et ce qui a obligé 700 000 personnes à fuir vers le Bangladesh. Amnesty a montré que la haine en ligne anti-Rohingya a été amplifiée par les algorithmes de Facebook, que la modération n'a pas été suffisante, que Facebook savait et n'a rien fait par rapport à ça. Meta, la société Facebook, a refusé de réparer les torts causés et des actions ont été menées, comme on l'a vu, contre Facebook. Du coup, Katia, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment cette enquête a été menée et comment les révélations ont été apportées ? Alors, concernant le Myanmar, ça fait des années qu'Amnesty International travaille sur la situation, notamment des Rohingyas. On a pu documenter dès 2017 et même avant les discriminations effectivement à l'égard de cette minorité à majorité musulmane. Ce qui s'est passé effectivement ces derniers mois, c'est qu'on a publié un rapport qui se basait à la fois sur des entretiens, comme on a vu, avec des réfugiés Rohingyas au Bangladesh, mais aussi qui se basait sur des révélations issues des Facebook Papers. Donc, vous avez dû en entendre parler. Hein, c'est cette fuite de documents d'une ancienne salariée de Facebook, Frances Haugen, qui a publié des documents internes à Facebook, devenu Meta depuis, et qui faisait état des pratiques contraires aux droits humains de l'entreprise. Et donc, qui a entendu parler des Facebook Papers? Okay. Très bien. Et donc, du coup, on a pu aussi analyser de nouveaux éléments issus de ces Facebook Papers dans le but d'établir le rôle qu'avait joué Meta, à l'époque Facebook, dans le nettoyage ethnique des Rohingyas en 2017, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. C'est un nettoyage ethnique. Tu mentionnais effectivement des assassinats, des tortures, des violences sexuelles, des villages qui ont été incendiés par milliers, 700 000 réfugiés, enfin voilà, et ce sont des discriminations qui continuent encore aujourd'hui. Donc on a analysé avec ces documents le rôle, et c'est compliqué en fait, parce qu'en droit international, une entreprise a plusieurs niveaux d'implication en réalité. Elle peut être directement, enfin causer directement des violations des droits humains, elle peut contribuer à la commission de ces violations, ou ses activités peuvent être liées à ces violations. Dans l'analyse qu'on a menée, on estime qu'on est au deuxième niveau. On estime que Meta a largement contribué aux violations qui ont été commises contre les Rohingyas en 2017. Pourquoi ? Parce que dans les mois et dans les années même qui ont précédé donc les atrocités, les algorithmes de Facebook, parce qu'on parle de modération, mais le véritable problème, ça a été effectivement ces algorithmes de recommandation. Ces algorithmes ont amplifié les messages haineux, les incitations à la haine, à la violence, à la discrimination qui étaient en ligne. Facebook a joué comme une caisse de résonance véritablement de la haine contre les Rohingyas. Donc c'était des messages très, très violents, hein, assimilant les Rohingyas à des chiens, appelant à leur extermination, etc. Et donc, dans un pays où Internet et Facebook se confondent littéralement, où les autorités vont utiliser Facebook comme un canal officiel de communication, quand à longueur de journée, effectivement, ce genre de messages sont partagés, amplifiés, effectivement, d'une certaine manière, ça vient presque légitimer ensuite les violences qui sont commises dans le monde réel. Et ça, effectivement, c'est un très, très gros problème, puisque Facebook savait exactement ce qui était en train de se passer. C'est dit dans la vidéo, il y a eu des signalements, il y a eu des lettres, il y a eu des rapports. Il y a même eu une délégation de Rohingyas qui s'est rendue jusqu'en Californie au siège de Meta pour porter des réclamations. Et pour autant, Facebook n'a rien fait. Et Zuckerberg a répondu en parlant de modération. Quand il a été auditionné en 2018, effectivement, il a reconnu qu'il y avait 4 modérateurs. Ensuite, uniquement parce que la difficulté, c'est aussi des modérateurs en langue birmane, par exemple. Et donc, il y a très, très peu de ressources qui vont être allouées. Mais encore une fois, ce n'est pas tant la modération qui va être le véritable problème. On sait que la modération ne va pouvoir détecter qu'un tout petit pourcentage de contenu haineux en ligne. Ce sont ces algorithmes qui ont repéré les contenus haineux, violents, discriminatoires comme des contenus qui généraient de l'engagement.
Et ça, du coup, c'est devenu un signal positif pour Facebook, et donc générer de l'engagement, effectivement, ça joue sur les émotions. Donc ces messages qui créent des émotions, même s'ils étaient commentés négativement, ont été promus, ont été amplifiés par les algorithmes de Facebook, et ça a donc largement contribué au nettoyage ethnique. Ok. Merci. Et du coup, une question que je voulais te poser, c'est du coup, comment les utilisateurs se servent des IA de Facebook sur les réseaux sociaux et comment ça mène à ce genre de choses. Ouais, donc faut bien se rendre compte qu'à chaque fois que sur votre téléphone vous appuyez sur l'application YouTube, Facebook ou Twitter, c'est un algorithme. Les algorithmes les plus sophistiqués aujourd'hui, vraiment les algorithmes de recommandation. Si vous pensez IA, c'est vraiment un algorithme de recommandation. C'est ce qu'elle. Il faut juste voir l'enjeu économique derrière. C'est tout le business de l'entreprise. Ces entreprises, elles vendent des publicités. Si elles n'ont personne sur leur site, elles ne peuvent pas vendre des publicités. Donc l'algorithme de recommandation est vraiment clé. Donc c'est un algorithme tout ce qui est le plus sophistiqué en IA. Et c'est lui qui va sélectionner quel contenu montrer à quel utilisateur, à quel moment, à chaque fois que la personne clique sur l'application. Et donc ces algorithmes sont très importants et ils sont aussi très peu sécurisés. Ce que j'entends par là, c'est que ces algorithmes, ils peuvent être manipulés. Et c'est très simple. En fait, à chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube, à chaque fois que vous likez un commentaire sur Facebook, à chaque fois que vous retweetez un message sur Twitter, vous dites à l'algorithme ce contenu devra être plus recommandé et l'algorithme va prendre ça en compte. En un sens, c'est l'algorithme de recommandation, c'est une forme de vote. Sauf qu'il n'est absolument pas sécurisé parce que la liste des votants n'est pas connue. Et en fait, il suffit de créer des faux comptes pour avoir plus de droits de vote. Donc, pour donner un chiffre, Facebook a retiré, chaque année, Facebook retire autour de 7 milliards de faux comptes. Chaque année, Facebook retire autour de 7 milliards de faux comptes. C'est dire l'ampleur de l'activité factice qu'il y a sur Internet, qui peuvent être plein de bots qui vont générer plein de faux comptes et liker, retweeter des choses. Ça peut être aussi des fermes de trolls, littéralement des grands hangars avec des milliers de personnes à l'intérieur payées pour amplifier tel ou tel contenu. Et ça, ce sont des signaux que les algorithmes utilisent comme authentiques et qui vont généraliser et du coup amplifier potentiellement massivement. Après, il y a un autre problème lié à l'objectif de ces algorithmes qui est juste la rétention, qui est d'amener les gens à rester autant que possible sur les plateformes. Et ça, empiriquement, on observe que la colère est extrêmement addictive. C'est très difficile de se calmer quand on est en colère. Parce que la colère, c'est très addictif et on en veut plus. Il y a un côté vraiment addictif derrière la colère. En tout cas, c'est quelque chose qui semble avoir été largement appris par les algorithmes qui vont pousser ce contenu qui énerve beaucoup plus. Et une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que, en tout cas pour ce speech, c'est que le nombre de vues d'une vidéo sur YouTube ou sur TikTok ou autre, c'est le nombre de recommandations. C'est vraiment l'exposition informationnelle est contrôlée par cet algorithme. Ce n'est pas exactement parce que sur YouTube, vous cliquez ou vous ne cliquez pas, donc il y a ce qu'on appelle un click-through rate. Mais en gros, il ne varie pas beaucoup. Il varie au pire d'un facteur 10. C'est vraiment entre une vidéo incroyable et une vidéo, un titre incroyable et un titre vraiment nul. Mais le nombre de recommandations, lui, peut varier d'un facteur 1 million ou 1 milliard. Enfin, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc vraiment, l'algorithme de recommandation, c'est celui qui dicte le régime informationnel de 3 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui. C'est à quel point cet algorithme est dangereux. C'est vraiment, pour moi, c'est l'algorithme le plus dangereux qui existe au monde. Et il faudrait vraiment y prêter beaucoup plus attention. Ok, merci. Katia, je me demandais comment la haine qui est propagée comme ça sur les réseaux sociaux, comment cette haine virtuelle peut se concrétiser dans la vie réelle. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être pour préciser. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je parlais de caisse de résonance. Effectivement, de caisse de résonance de messages haineux. On a pu effectivement montrer que c'était une forme de normalisation en réalité, parce qu'encore une fois, quand ça vient soit du plus haut niveau de l'État, soit c'est partagé par tout le monde, parce qu'effectivement c'est recommandé, c'est voté, c'est estampillé, c'est un contenu légitime par exemple, derrière, ça vient légitimer l'action qui peut découler. Et là, aujourd'hui, effectivement,
c'est extrêmement important de comprendre que ce qui se passe en ligne a une incidence sur ce qui se passe hors ligne. Inciter à la violence, à la discrimination, à la haine en ligne, c'est préparer le terrain, ce sont les conditions de possibilité à la commission des violations des droits humains hors ligne. Et c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'il faut prendre les choses le plus en amont possible. Et c'était très important ce que disait Lé en matière de motivation et d'intention derrière de ces plateformes, parce qu'en réalité, c'est leur business model qui est en jeu. Ces plateformes-là, Facebook, Google, fonctionnent avec des revenus publicitaires. Pour générer des revenus publicitaires, ils ont intérêt à garder un maximum les utilisateurs et les utilisatrices en ligne pour pouvoir collecter des données personnelles, pour pouvoir établir des profils détaillés et pouvoir effectivement le vendre à des publicitaires pour faire de la publicité ciblée. Et donc, ce sont ces contenus haineux, ces contenus violents qui gardent les gens le plus longtemps en ligne, qui vont être promus. Et ça, effectivement, c'est grave, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont chercher des informations sur les grandes plateformes, les géants du numérique. Effectivement, il y a un côté prescripteur en termes d'informations. La plupart des gens, effectivement, peuvent être influencés. On se rend compte que ça vient impacter la liberté d'opinion en tant que telle, qui est censée être absolue. En droit international, pour rappel, la liberté d'expression, par exemple, qui est quelque chose effectivement de fondamental, a des restrictions malgré tout en droit international. Les incitations à la haine, à la violence, à la discrimination sont interdites par le droit international. La liberté, donc c'est une liberté qui est fondamentale, mais qui peut être relative. La liberté d'opinion ne l'est pas. Et en réalité, effectivement, ce qu'on touche ici du doigt, c'est cette manipulation en fait des idées. Comment se construire une idée éclairée, comment faire preuve de discernement quand effectivement on a l'impression que ce qu'on reçoit, c'est de la véritable information objective, indépendante, vérifiée. C'est pas le cas. Et donc effectivement, sans même le savoir, on va être influencé, voire manipulé dans le cadre. Ça peut aller jusqu'à des processus électoraux. Là, en l'occurrence, on parle d'un nettoyage ethnique. Donc, effectivement, si on ne peut pas dire voilà, ce qui serait passé s'il y avait eu telle ou telle mesure, mais ce qu'on peut dire de manière maintenant affirmative, c'est que ça a contribué, ça a largement contribué à la commission de ces violations. Ok, merci beaucoup. Du coup, vous avez mentionné qu'il y avait aussi une analyse qui était faite sur le contenu, et cette analyse-là, elle peut être utilisée pour détecter des discours haineux et éventuellement les bannir ou avoir des processus automatisés pour contrôler tout ce contenu-là. Du coup, Lé, est-ce que peut-être tu peux nous en parler si tu as des... Oui, alors il y a un chercheur très connu, Yann Lequin pour le citer, qui est donc prix Turing, qui a affirmé que l'algorithme, qui est chercheur chez Facebook, qui a affirmé que l'algorithme de Facebook était juste à 97%, quelque chose comme ça, pour détecter les messages toxiques. C'est le chiffre que j'ai noté en plus. Ok, donc j'ai une bonne mémoire. Ou alors, il faut se rendre compte que ce chiffre, en fait, il ne veut pas dire grand-chose, pour plusieurs raisons. La première, c'est que 3% du coup n'est pas détecté, et 3% de milliards de contenus, ça fait 30 millions. Donc ça reste, s'il y a énormément de mal, même laisser passer 3%, en fait, c'est déjà trop. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas imaginer que les producteurs de contenus haineux sont en régime permanent, ils vont produire toujours la même chose. Ils vont s'adapter. Les créateurs de contenu sur YouTube, j'en suis un, je sais très bien, je m'adapte, même inconsciemment, parfois malheureusement, j'ai envie de dire, au succès de mes vidéos. Si la vidéo fait plus de vues, je me dis « Ah, il faudrait que je fasse plus de vidéos de ce genre ». Donc il faut se dire, ceux qui produisent des contenus haineux, s'ils voient que leur message est censuré, ils vont se dire « Je vais écrire un peu différemment ». Et donc s'ils s'adaptent à l'algorithme, ils trouvent une faille dans l'algorithme, à ce moment-là, donc vraiment c'est un truc, on parle de machine learning adversarial, c'est un truc étudié dans la littérature scientifique, et malheureusement on sait que les algorithmes sont très vulnérables à ça, quoi. Parfois, c'est juste des changements de contexte. Voilà, ça a été utilisé en Chine, par exemple, pour éviter la censure. Voilà, on filme une vidéo sur le téléphone, comme ça, c'est un peu plus bizarre. On change la luminosité, l'angle. Voilà. Il y a plein d'effets qu'on peut imaginer pour toujours transmettre le message, mais sans être censuré par l'algorithme de modération. Tout ça pour dire qu'un algorithme de modération efficace, c'est extrême. En fait, aujourd'hui, on n'y est absolument pas. On n'a pas du tout les compétences techniques pour pouvoir faire ce qu'on aimerait faire, retirer ce genre de contenu. Et à l'inverse, même si 3% passe, si ce 3% est amplifié massivement par les algorithmes de recommandation, je reviens sur l'importance que disait Katia de l'algorithme de recommandation qui est beaucoup plus important que l'algorithme de modération,
en fait, on aura perdu. Donc je pense qu'il faut donner beaucoup plus d'attention à cet algorithme de recommandation et essayer de le corriger. Ok, merci beaucoup. Je vous propose une petite session, comme on a fait juste avant, de questions afin d'orienter le débat. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question? Tu as déjà parlé, donc on va laisser. J'ai un peu l'impression qu'on associe du coup l'utilisation de Facebook. Enfin, du coup, ici, Facebook a été utilisé en fait par l'État et les populations pour engendrer de la haine et faire ces assassinats, ces tortures, etc. Mais dans plein d'autres situations, dans le passé, sans la présence de Facebook, des États ont engendré de la haine à travers des médias, etc. Donc j'ai du mal à voir la différence de cette situation avec les nombreuses situations qui sont passées dans le passé de haine et de violence envers des peuples engendrés par un État qui utilisait des médias en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. En fait, pour moi, il y a peut-être deux problèmes. Le premier, c'est comme on a dit avant, Facebook a trop d'importance aujourd'hui, c'est sûr. Comme vous avez dit, le problème, c'est que les gens prennent ça trop à cœur. Et le deuxième problème, ou la deuxième possible solution serait... Non, mais on l'a désactivé. Non, mais vraiment, c'est bon. Et la deuxième, ce serait, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir l'algorithme, en fait? C'est une chose qui est très délicate, mais je crois au développement collaboratif. Je pense qu'on peut trouver une solution ensemble. Et du coup, le problème, il serait accessible à tout le monde et il y aurait peut-être une possible solution. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une troisième question, peut-être, du public? Vas-y. Bonsoir. Ma question va être un petit peu plus, on va dire, terre à terre. Simplement, vous avez parlé du fait que, en gros, il y a un travail journalistique, disons, qui a été fait, un travail de recherche, qui a permis de prouver que c'était les algorithmes de Facebook qui avaient amplifié ce phénomène. Et disons que je vais essayer de faire un parallèle. Aujourd'hui, par exemple, la France vend énormément d'armes à l'étranger. Et là où je vais aller directement, c'est est-ce qu'en fait, Facebook doit réellement être tenu responsable de comment est-ce que son matériel fonctionne? Et je vais aller tout de suite au point en disant que, par exemple, si on pousse ce raisonnement à l'extrême, on pourrait dire qu'on devrait interdire totalement la vente de couteaux dans le monde, parce que des couteaux ont été utilisés pour tuer des gens, alors que 99,9% du temps, c'est utilisé comme un ustensile de cuisine. Donc, simplement, ma question, c'est comment, et ça rejoint un petit peu la question qui était posée tout à l'heure par rapport à l'utilité et, on va dire, l'efficacité des algorithmes, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver une décision qui irait à tout le monde, dans laquelle on dit, bon, certes, il y a 3% par exemple du temps dans lequel ça ne fonctionne pas, mais les 97% du temps restant, ça fonctionne tellement bien qu'en fait, il faut accepter ces 3% où on a une erreur. Merci. Okay, merci. C'est une question intéressante. Est-ce que vous voulez... Moi, je veux bien commencer à réagir sur un certain nombre de questions, puis je te laisserai compléter, notamment sur la partie d'ouvrir l'algorithme. On reviendra sur la transparence un petit peu. D'accord. Okay. Je l'ouvrirai à ce moment-là. Parfait. Sur la question de ça se fait avant ou ça s'est fait avec les médias, donc où est le problème entre guillemets, je ne nie pas que ça se fait aussi à travers, voilà, il y a des médias d'État, des médias de propagande d'État répressifs qui vont utiliser des canaux pour voilà, faire passer des messages, y compris des messages qui peuvent être contraires au droit international. Là, on parle encore une fois de plateformes qui touchent un public extrêmement large. On parle en fait de géants du numérique et encore une fois, c'est l'ampleur, la portée, la généralisation, l'échelle en réalité qui est différente. On condamne de la même manière quand des médias vont propager des discours de haine ou incitation à la violence, etc. Encore une fois, c'est le droit international qui interdit ça. Donc, quel que soit le médium qui va propager ça, effectivement, ça va être condamnable. Là, ce qui pose encore plus problème, c'est l'ampleur et c'est l'échelle. Ça va très vite. Ça va la viralité, cet algorithme de recommandation qui permet à une information ou une fausse
information ou une information violente de faire le tour du monde 3 fois en quelques minutes, c'est pas une échelle qui était atteinte jusque-là. Et en ce sens, c'est extrêmement important et la vigilance est de mise parce que effectivement, si ça marche, enfin, les 97 versus les 3%, dans les 3% qui restent, si on parle de centaines de milliers de vies humaines, ces 3% comptent en réalité. Et effectivement, là, on parle d'un nettoyage ethnique, on parle d'un cas spécifique au Myanmar, mais enfin, j'ai envie de dire, même s'il n'y a qu'une vie qui est ruinée à cause des algorithmes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et oui, évidemment, c'est un outil, c'est toujours un outil, donc c'est l'utilisation qui est faite de ces outils. Mais là, ce qu'on dit avec Facebook, c'est qu'il y a une intention derrière, c'est-à-dire que les contenus nocifs sont promus par les algorithmes. C'est un choix, un modèle de développement qui a été décidé parce qu'on pourrait tout à fait penser à un autre modèle de développement économique qui ne soit pas basé sur la publicité ciblée, par exemple. On pourrait penser à la publicité qui est plutôt liée au contexte. Ce n'est pas le choix que ces grandes plateformes ont fait. Elles ont fait un choix qui était celui de, effectivement, engranger des revenus en favorisant des contenus qui sont des contenus haineux. Et donc ça, effectivement, il y a une responsabilité. Et d'autant plus que le droit international impose, je crois que la soirée s'est ouverte avec la question sur le devoir de vigilance. Effectivement, les entreprises et les géants du numérique ne sont pas exempts, ont l'obligation de respecter les droits humains. C'est ce que dit le droit international. Ils ont l'obligation de s'assurer que leurs activités n'ont pas d'incidence négative sur les droits humains, et s'ils en ont, ils ont l'obligation de verser réparation. Dans l'exemple qu'on a donné avec la plainte qui est déposée auprès de l'OCDE, mais il y a d'autres actions en justice qui sont menées aux États-Unis et au Royaume-Uni, on demande à Facebook de verser des réparations, parce que quand une entreprise, on dit qu'elle a largement contribué, c'est pas Facebook qui a mené le nettoyage ethnique, mais la facilité à contribuer à la commission de ces atrocités et en ce sens à l'obligation de verser des réparations. Quand je parlais des 3 niveaux de responsabilité tout à l'heure, à chaque niveau est associée une obligation. Et quand on contribue, on a l'obligation de verser des réparations. Voilà. Donc c'est extrêmement important aussi de ne pas dédouaner ces acteurs économiques en disant ils fournissent juste les outils. En réalité, c'est la manière dont on les utilise. C'est vrai. Et cette manière-là, elle doit être pensée en conformité avec le droit international. Mais ça n'exclut pas la responsabilité des géants du numérique de respecter les droits humains. Quand on a demandé à Facebook, et je vais en terminer, mais quand on a demandé à Facebook de verser des réparations, la réponse de Facebook, ça a été de dire on ne participe pas à des activités philanthropiques. Voilà, ben c'est ça à peu près la réaction, c'est-à-dire à quel moment Facebook pense que verser des réparations à une population qui a subi les pires violations des droits humains, c'est une activité philanthropique. C'est passé complètement à côté de sa responsabilité en matière de droits humains. Encore une fois, les États ont en premier lieu la responsabilité de protéger les personnes des violations des droits humains. Les acteurs économiques doivent les respecter. Et là on en est très très loin. Donc je suis d'accord, il faut se poser les questions. À chaque fois, il faut voir quel usage est conforme ou pas. Mais il faut absolument rappeler la responsabilité des différents acteurs, parce que sinon c'est l'impunité la plus totale et c'est le risque des tragédies comme celle commise en 2017 se reproduisent. Je vais réagir aussi à la question sur comparer avec des couteaux. Je trouvais que la question partait très bien sur l'idée de comparer en fait les algorithmes à des armes de guerre. On parle vraiment de guerre cognitive en ce moment, de guerre de l'information. La guerre de l'information, c'est quelque chose qui menace vraiment des vies. On l'a vu dans le cas du Myanmar. On peut parler du cas de l'Ukraine en ce moment, de l'Éthiopie. Enfin, il y a plein d'autres cas où vraiment des millions de vies sont chamboulées et complètement menacées à cause d'une guerre informationnelle. Donc c'est vraiment des armes, ces outils. La comparaison avec le couteau est par contre mauvaise, parce que le couteau ne tue pas tant que ça. Est moins utilisable comme un outil. Je pense qu'il aurait été plus pertinent de comparer ça à des vraies armes. Et là, si on imagine tout à coup, sachant qu'il y a déjà des tensions énormes au Myanmar, un pays fournir des armes, des fusils d'assaut, par exemple, aux forces du Myanmar, là, on trouverait ça vraiment scandaleux. Je pense qu'il faut voir ça comme ça. Facebook savait que ces algorithmes étaient en train de mettre en danger des millions de vies, et ils ont continué à fournir le même service. Donc c'est criminel dans le même sens que fournir des armes
aurait été criminel, en tout cas aurait jugé criminel moralement en tout cas. Moi j'irais même plus loin, je pense que ces algorithmes aujourd'hui, il faudrait les comparer plus à des armes nucléaires, parce qu'on parle de destruction massive de sociétés, enfin vraiment des sociétés complètement détruites, en l'occurrence les Rohingyas, mais potentiellement d'autres. Oui, je pense qu'il faut vraiment comparer ça à des armes. Okay. Du coup, par rapport à la question de la liberté, et la critique qu'on peut faire, parce que en fait, on le voit bien, par exemple, typiquement sur Twitter, lorsqu'il y a des discours toxiques qui sont propagés sur les réseaux sociaux, ça monte en tendance. Et en fait, il y a tout un débat ensuite sur est-ce qu'on doit répondre à cette critique, quitte à contribuer à la montée en tendance, parce qu'on utilise un hashtag dans la critique, du coup, ça contribue à la montée. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux se taire vis-à-vis de ces discours toxiques ou y répondre, quitte à les soulever? J'ai envie de dire que d'un point de vue de celui qui répond, c'est un vrai dilemme, c'est vraiment difficile. D'un point de vue de l'algorithme, ça devrait moins être un dilemme, parce que un des aspects que tu as mentionné en introduction, mais dont on n'a pas encore parlé, c'est le problème de ce qu'on appelle les mute news, ou l'information qui est rendue silencieuse. Et donc, il faut imaginer que quand Facebook amplifie massivement des messages de haine, c'est-à-dire que tous les messages, tous les appels à la paix, tous les messages bienveillants, tous les messages qui pourraient sauver des vies s'ils étaient beaucoup plus amplifiés, eux sont noyés dans la masse. Et ce n'est qu'un cas parmi d'autres de ce problème. Notre problème, par exemple, c'est le changement climatique. La mention du changement climatique, si tous les militants du changement climatique militent pour qu'il y ait davantage de visibilité. Donc c'est le combat de l'attention. Et le problème, en fait, c'est que l'algorithme va mettre davantage le clash, ou la réponse à une mauvaise critique, par exemple, en avant, plutôt que des sujets de fond qui sont beaucoup plus importants ou qui touchent beaucoup plus de gens. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai défi au niveau de la conception de l'algorithme, de mettre en avant des informations qui sont importantes. Et je me permets de rebondir sur ce que tu as dit juste avant, c'est est-ce que, je pourrais répondre aussi, est-ce que du coup, concevoir l'algorithme pour éviter de propager ces discours-là, est-ce que ça doit se faire au niveau de l'entraînement, de la conception, ou de la production des résultats, ou même de la modération? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste plein de modérateurs, 10 000 modérateurs pour nettoyer tout ça? Donc la réponse, c'est qu'il faut tout, malheureusement. C'est pour ça que le problème est très difficile. Donc, comme je dis, les algorithmes, on fait aujourd'hui, en gros, il faut faire des algorithmes d'apprentissage parce qu'il y a tellement de contenu sur le web qu'on ne peut pas, s'il n'y a pas un minimum de généralisation, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, si on veut faire des algorithmes qui fonctionnent bien, il faut énormément de données de qualité. C'est vraiment difficile d'avoir des données de qualité sur quels sont les contenus qu'il faudra recommander. Et ensuite, il y a tout un travail au niveau de la conception algorithmique pour être équitable, pour valoriser l'expertise, pour être sécurisé. Enfin, c'est vraiment des questions de recherche aujourd'hui. Concevoir des algorithmes de recommandation sécurisés, c'est un peu mon dada, mais c'est pas facile. Juste un mot, je rejoins complètement, c'est à tous les niveaux effectivement que ça se joue, et peut-être aussi en lien avec la réponse précédente, c'est-à-dire qu'effectivement on se sent des fois à titre personnel un peu démuni, on a ce dilemme, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je dois partager, pas partager, et ça pose la question de la responsabilité, et de placer aussi la responsabilité là où elle doit être. Elle ne devrait pas être que individuelle en réalité, la responsabilité elle est éminemment politique, et c'est aussi aux différents acteurs, donc effectivement aux plateformes, aux acteurs économiques, mais aux acteurs aussi politiques, de mettre en place un cadre régulateur qui soit respectueux des droits humains et qui n'impose pas sur chacun ce fameux dilemme de dire comment je dois faire, etc., de peur de liker et que ça promeuve quelque chose de négatif, etc. Aujourd'hui, on a besoin de poser un cadre. Alors, il y a eu effectivement en termes de législatif des avancées, des tentatives, il y a des débats en cours, que ce soit d'une manière générale sur l'intelligence artificielle, c'est surtout au niveau européen pour le coup. Mais l'année dernière, il y a aussi la loi sur les services numériques qui est la première tentative d'encadrer les géants du numérique et leurs pratiques. C'est aussi vers ça qu'il faut tendre. Je pense qu'il faut à tous les niveaux effectivement travailler. Il faut pouvoir décortiquer, comprendre effectivement l'algorithme, qu'il y ait plus de transparence et agir à ces différents niveaux, mettre les moyens. Il faut que les entreprises se responsabilisent et il faut que le législateur aussi pose le cadre qui fait que non seulement on saura ce qui est légal, ce qui ne l'est pas, ce qui aura un impact sur les droits humains,
à ce qu'il n'y en aura pas, mais qui aussi proposera un recours effectif pour les personnes qui sont victimes de ces violations. Donc c'est aussi important de comprendre que c'est un sujet collectif qui concerne tout le monde et que, en premier lieu, le régulateur a un rôle extrêmement important. Du coup, pour continuer sur ce sujet-là, je trouve en termes de liberté d'expression, vous avez dû voir ça récemment sur Twitter, Elon Musk qui dit bientôt la liberté d'expression sera totale sur Twitter, mais on va invisibiliser les discours considérés comme haineux. Bon, on ne va pas rentrer sur la définition de haineux pour Elon Musk, mais est-ce que, en tout cas, cette stratégie-là de dire on peut tout dire, mais on va invisibiliser ce qui ne mérite pas d'être visible, est-ce que ça vous semble une stratégie pertinente et quid de la liberté d'expression pour les gens effectivement qui souhaiteraient s'exprimer? Moi, je poserais plus, plutôt que de chercher à invisibiliser les contenus haineux, je poserais plus le problème sur mettre en avant les contenus de qualité. Parce que c'est difficile d'invisibiliser les contenus haineux, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui au cours de la haine et tout ça. Je ne dis pas que c'est plus facile de trouver qu'est-ce qui est la qualité, mais ça fait beaucoup plus avancer les choses. Et surtout, encore une fois, il y a beaucoup de problèmes qui pêchent, non pas parce qu'il y a de la mésinformation et les gens disent du mal, mais juste parce que personne n'en parle. Moi, mon sujet de prédilection, c'est les algorithmes de recommandation. Là, j'en parle, je suis content. Mais dans les médias, très peu de gens en parlent. En fait, tellement peu de gens en parlent et c'est tellement impopulaire qu'il y a eu une chronique sur arrêt sur image d'un ami qui parlait vraiment de ça et qui a été arrêté parce que le sujet n'est pas suffisamment attractif ou il pensait avoir fait le tour de la question. Imaginez qu'on dise la même chose du changement climatique. On dit le changement climatique, c'est bon, on a fait le tour, on arrête d'en parler. Pour moi, c'est pire que ça. Donc il y a vraiment cette question de mettre en avant l'information de qualité et je pense pour l'instant, à ma connaissance, Elon Musk ne prête pas suffisamment d'attention à ça. Tu voulais réagir? Oui, toujours. Non, juste un mot effectivement sur cette question de la liberté d'expression, on l'a mentionné tout à l'heure. On ne peut pas dire à la fois on favorise la liberté d'expression et on invisibilise certains contenus. Ça, au regard du droit, en tout cas, ça n'a pas de sens, puisqu'encore une fois, la liberté d'expression, elle doit être protégée, garantie partout, et il y a des conditions très strictes prévues par le droit qui permettent de limiter la liberté d'expression. Donc on a un référentiel, on a une boussole en fait pour pouvoir nous dire ce qui contrevient ou pas à la liberté d'expression, les contenus qui devraient être interdits sans violer la liberté d'expression, tout ça en réalité le droit le pose déjà. Donc là on est dans un espèce de débat aussi qui peuvent polluer au final ce genre d'échange. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Lé, par rapport aux sujets qui doivent être poussés et aux enjeux qui sont extrêmement importants et pas forcément visibles, côté Amnesty International, aujourd'hui effectivement on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'autre choix en réalité que de travailler sur ces enjeux-là de algorithmes, discrimination, les algorithmes de recommandation, les technologies et droits humains, parce que en fait dans tous les champs sur lesquels on travaille, ça peut être la liberté d'expression, ça peut être la non-discrimination, ça peut être les enjeux liés à la migration, ça peut être les enjeux climat et droits humains. En réalité aujourd'hui on se heurte à ces questions technologiques qui viennent challenger complètement la manière de faire habituelle. Je pense que c'est Amnesty, c'est une organisation qui ne date pas d'hier, qui s'est construite sur une mobilisation militante, qui s'est construite sur le combat pour les libertés fondamentales et en premier lieu les prisonniers d'opinion. Et aujourd'hui, si on doit s'attaquer à ces enjeux, c'est parce qu'en fait, ces technologies-là sont utilisées pour contrevenir à ces libertés fondamentales. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'intéresser aux enjeux de migration ou aux enjeux de liberté d'expression sans effectivement s'attaquer à ce sujet-là. Et c'est extrêmement important de pouvoir donner aussi un espace, une visibilité à des alternatives, aux solutions qui sont proposées pour faire en sorte que ces technologies-là soient vertueuses. Parce que, encore une fois, l'idée, ce n'est pas du tout d'arrêter le progrès technologique, mais c'est de le rendre compatible avec les droits. Ok, très intéressant. D'ailleurs, Giada, qui aurait dû venir, en fait, l'une des aspects qu'elle recommande dans ses travaux de recherche, c'est de conformer les algorithmes d'intelligence artificielle aux droits humains afin de veiller à les rendre plus éthiques. Et je crois que c'est très, très intéressant, d'où le fait qu'on l'avait invité initialement. Et voilà, si ça peut aussi vous aider
y réfléchir. Du coup, peut-être une des dernières questions. Si vous deviez aller à Facebook, rencontrer Mark Zuckerberg, ainsi que les concepteurs dans les labos, les ingénieurs qui travaillent à développer ces algorithmes de recommandation, qu'est-ce que vous leur direz déjà à Marc et ensuite aux concepteurs? C'est moi qui commence encore. Donc, si je voulais parler à Marc, salut Marc. Alors, je pense que ça ne serait pas facile, mais je pense qu'il y a vraiment des questions de... en plus, bon, à l'échelle européenne, il y a quelque chose qui vient, enfin, il y a pas mal d'initiatives, donc le Digital Services Act, le Digital Market Act, le AI Act. Celui dont je vais parler, c'est le Cyber Resilience Act, qui pose la question vraiment le problème de la sécurité informatique, qui est un sujet très, très négligé. Le slogan de Facebook, c'est « Move fast and break things », c'est aller vite et quitte à casser des choses, ce qui est un peu l'antithèse de mettre la sécurité en premier, quoi. Et le Cyber Resilience Act est très strict parce qu'aujourd'hui, toutes ces questions sont des questions de sécurité nationale. Aujourd'hui, si quelqu'un est capable de faire exploser Facebook ou faire en sorte que Google marche beaucoup moins bien ou qu'il y a des services de Google qui sont paralysés, c'est littéralement tout le pays qui peut être... il y a tellement de services qui dépendent de Gmail, de Google Drive, des communications qui dépendent de WeChat, pas de WeChat, de l'application WhatsApp. Tout ça, c'est vraiment des questions de sécurité nationale. En plus, le fait que ça puisse être espionné, voire modifié. La question de TikTok aussi, c'est une question vraiment importante de sécurité nationale. Et il faut se rendre compte que la résilience de nos sécurités, de nos sociétés, dépend beaucoup de la manière dont l'information circule dans nos sociétés et que une disruption soudaine de ce système peut vraiment être très dangereuse pour toute la société. Donc, si je devais parler à Marc, je dirais vraiment c'est une question. Il a la sécurité nationale de centaines de pays entre les mains aujourd'hui et il faut qu'il prenne la mesure de la responsabilité qui lui incombe. Et rapidement, si tu devais dire un mot aux concepteurs, futurs concepteurs, peut-être. Oui, donc si je veux dire un mot, ça serait que il faut vraiment faire attention à ce que j'appelle les effets secondaires indésirables. C'est-à-dire que souvent, on va concevoir... Quand on est ingénieur, souvent, on se donne des spécifications pour développer un produit et on va juste essayer de satisfaire les spécifications et on va juste être dans notre bulle, juste réfléchir à ces spécifications et comment les satisfaire. Aujourd'hui, c'est dépassé. C'est-à-dire les trucs sont tellement intégrés dans les téléphones, qui sont tellement intégrés dans la société que en fait, ça va avoir des conséquences qu'on n'anticipe pas. Et si on ne fait pas l'effort d'au moins envisager ces effets secondaires indésirables, on va causer des torts très très graves, surtout si on optimise les technologies et qu'on prend des technologies qui sont du coup très influentes. Donc le message, ça serait de ne pas rester dans cette bulle et vraiment d'aller plus loin, de réfléchir à ces effets secondaires indésirables. À Marc, c'est ça ? À Marc. Évidemment, au vu de la campagne qu'on mène, la première chose que je dirais, c'est de verser réparation, les fameux 1 million de dollars aux réfugiés Rohingyas. Pour information, 1 million de dollars, c'est 0,01% du chiffre d'affaires de Facebook, de Meta l'année dernière. Donc, véritablement une goutte d'eau dans l'océan de profit de l'entreprise. Donc ça, ce serait la première chose. Évidemment, la deuxième chose, ça serait de revoir fondamentalement le modèle économique de la plateforme. Des plateformes comme Facebook ont un potentiel émancipateur extrêmement fort. Enfin, on a vu des utilisations très vertueuses aussi de ces plateformes, notamment au moment des printemps arabes ou autres. Ça peut être un vrai vecteur de mobilisation pour les libertés fondamentales, pour les droits humains. Et ça peut être tout le contraire. Et aujourd'hui, on sait que c'est souvent le contraire parce que le modèle de développement est fondé sur faire un maximum de profit avec des publicités ciblées. Et encore une fois, c'est ça
ça qui déclenche le cercle vicieux. Donc revoir le modèle de développement de cette plateforme et des autres, c'est absolument fondamental pour que ça ne se reproduise pas ailleurs, parce que c'est déjà en cours. En l'occurrence, on a des craintes sur l'Éthiopie et d'autres régions où on a des violences ethniques latentes. Ce genre de drame, enfin, ils sont prévisibles et on peut les éviter. Donc ce serait mon message. Okay. Et aux concepteurs, futurs concepteurs, de lire les rapports d'Amnesty. Non, plus sérieusement, effectivement, toujours se poser cette question des droits humains, parce que il y a un côté motivant, stimulant de pouvoir avancer, développer ces technologies, le faire de manière effrénée, irraisonnée et sans prendre en compte effectivement l'impact, les effets secondaires et notamment l'impact sur les droits humains. Ça n'a pas de sens. C'est une course en avant en réalité, et dans quelques années, certains effets seront irréversibles. Donc aujourd'hui, on a besoin aussi de prendre le temps de faire avancer le droit, de faire avancer le cadre, de faire avancer les pratiques de manière à ce que ça soit conforme aux droits humains. Et on a besoin que les personnes qui sont à la manœuvre, les personnes qui conçoivent, les personnes qui réfléchissent à la manière de développer ces systèmes, ont ces enjeux de droits humains en tête et les appliquent et les mettent en œuvre et y pensent à chaque étape du processus. On compte sur vous. Merci de votre intervention. Donc c'était juste la deuxième partie. Il y a encore 3 autres parties de 3 heures pour avoir toutes les questions. Juste avant que vous vous en alliez, je voulais dire un petit mot de remerciement. Bien, tout d'abord, merci, c'était vraiment très intéressant. Je suis très content que vous soyez venus, c'était super. Merci du coup au Bureau humanitaire pour l'organisation et l'accueil, à TPS, je l'ai dit, et bien sûr à la régie, le club média de TPS qui a fait un super travail, je n'en doute pas, pour voilà, les vidéos et aussi la diffusion live. Le service de sécurité du pôle API qui nous a un petit peu aidé, les services d'Amnesty France pour la logistique et le budget de cette conférence finalement, Clémence, Léopold et Mathilde pour la préparation des questions, Lilou, Ben et Denis pour la communication et les affiches, le collège Sophie Germain, excusez-moi, pour les fauteuils, et bien sûr le groupe 4 et le groupe jeune d'Amnesty Strasbourg. Donc à la fin tout de suite après, vous allez avoir un stand d'Amnesty si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, vous renseigner sur le mouvement, signer des pétitions. Il y a 2 pétitions. Si vous êtes pressé, on a des QR codes que vous pouvez embarquer pour pouvoir signer les pétitions dans le tram. Et avant de nous quitter, on a une dernière vidéo finale à vous montrer. Donc on va vous envoyer ça. Et merci encore pour votre attention. Allô ? Je peux pas trop parler là, je poireau devant l'Elysée avec les militants d'Amnesty International. À l'Elysée ? Oui, l'Elysée. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? On est venu faire une action coup de poing et déposer notre pétition contre la prise de position du gouvernement. Là c'est bon, ça fait trop longtemps qu'ils font la sourde oreille. Mais au fait, tu te souviens que t'as participé ? Ah bon ? Mais oui, signer et faire signer des pétitions, ce sont des actions qui peuvent se mener en équipe sur le terrain, mais aussi seule de chez toi. Et si je me souviens bien, tu avais incité pas mal de gens à participer. Alors là, dans la tonne de signatures qu'on leur ramène, il y en a quelques-unes qui sont là grâce à toi. Tu vois, tu t'engages déjà avec nous. Au fait, demain, je peux pas. Je vais à un festival, tu sais. Tu vas en festival, toi ? Oui, on tient un stand Amnesty International. Alors ça permet d'informer les visiteurs, d'échanger et de répondre à leurs questions. On fait souvent des opérations de sensibilisation dans des endroits sympas comme là. La prochaine fois, tu pourras venir si tu veux. Mais il faut que tu te prépares avant, hein. Faut être à l'aise avec son sujet si on veut bien informer les gens. Ouais, mais c'est un peu technique quand même tout ce qu'il faut savoir. Oui, mais ça va. En tant que bénévole, on n'est vraiment pas livré à nous-mêmes. Quand tu t'engages chez Amnesty International, tu peux te former à Paris, près de chez toi, ou en ligne, pour développer tes connaissances et compétences militantes. On te met à disposition tout le matériel pour agir. Tu peux même rejoindre d'autres bénévoles au sein d'un groupe local avec lesquels tu pourras échanger régulièrement et avec qui tu pourras participer aux différentes actions organisées par l'association. C'est comme ça que petit à petit, tu progresses et tu pourras commencer à ton tour à organiser des actions d'éducation aux droits humains dans des écoles ou des maisons de quartier.
Et même mener des actions de plaidoyer au niveau local pour demander des comptes à nos élus ou les mobiliser. C'est beaucoup de sensibilisation en fait. Ah, ça c'est juste une partie de notre travail. Il est très important, mais il y a aussi plein d'autres types d'actions. Ah bon? Faudrait que tu m'en dises plus. Et parfois, on intervient dans l'urgence. Tu sais que dès qu'Amnesty est averti d'une situation d'atteinte aux droits humains, on lance une action urgente qui peut mobiliser jusqu'à 170 000 personnes à travers le monde, qui agissent tout en même temps pour faire cesser cette situation. Et là, ça te met quand même les dirigeants dans un sacré embarras. Tiens, d'ailleurs, à propos, ça ouvre. On va être reçus. Bonjour, c'est Amnesty International. J'ai quelques lettres à vous donner. Je vous les dépose où? Dans l'allée, là? Ça va boucher l'entrée, hein. Comme vous voulez. Ouais, c'est chouette. Ça c'est fait. Ça c'est fait.